Eh bien, bonjour et merci de rejoindre ce webinaire santé autour d'une thématique orthopédie. Aujourd'hui, on va pouvoir parler de la ligamentoplastie. Quelle technique choisir pour mieux répondre aux besoins du patient? Et pour ça, je suis accompagnée du docteur François Lins et du docteur Nazim Mehdi qui vont pouvoir répondre à ces questions et qui travaillent ensemble sur l'union cheville-pied. Je vous laisse intervenir, messieurs. C'est à vous. Merci Nathalie. Oui, alors les ligamentoplasties en l'occurrence de cheville, hein. On va Oui. circonscrire le débat et exclure le genou et les autres articulations. Je pense qu'il est important de faire un bref rappel historique de qui nous sommes et où nous travaillons avec François. Ça fait pas loin d'une quinzaine d'années, 10 ans que tu es là. Moi, ça fait 15 ans que je suis là. Nous sommes trois chirurgiens, François Lins, Nazim Mehdi, donc moi-même, et Julien Laborde, et nous pratiquons une chirurgie exclusivement du pied et de la cheville dans le droit sillage de Jean-Alain Colombier, qui était un éminent et historique chirurgien du pied et de la chirurgie française. Donc ça, lui, il s'est installé en 1993 à la clinique de l'Union, et notre organisation s'est faite autour de ce que l'on a baptisé l'UCP, Union Cheville-Pied, en 2014, avec un joli logo qui nous a demandé beaucoup de brainstorming, de travail. Alors une équipe, effectivement, c'est l'association de compétences avec chacun des tropismes plus ou moins prononcés pour l'arthroscopie, pour la chirurgie mini-invasive, mais finalement tout ça se complète vraiment dans une structure très forte qui nous relie à la fois professionnellement mais aussi humainement, et donc des liens importants se sont tissés entre nous. Notre équipe de chirurgiens est adossée à des kinésithérapeutes, à des rhumatologues, à des médecins du sport, mais aussi, évidemment, comme souvent dans une équipe de chirurgie du pied, à des podologues, et en particulier Mélina Cepero, qui est à nos côtés, qui travaille pas du tout exclusivement avec nous, mais c'est vrai que notre proximité fait que elle nous sollicite souvent et on la sollicite souvent. Enfin, on ne peut pas non plus oublier nos collaboratrices directes. François m'a demandé si on faisait ça en français, et je dis non, puisqu'a priori, ce ne sont que des femmes. Il n'y a pas d'hommes dans notre équipe de collaborateurs, mais pareil, il n'y a pas d'exclusive et il n'y a pas d'ostracisme. Et voilà, sans elles, évidemment, nos cabinets ne fonctionneraient pas comme il semble fonctionner, avec réactivité et efficacité. Enfin, tout ça, alors un peu plus François et moi, François très impliqué dans la recherche, moi également, un petit peu moins. À ce titre-là, d'ailleurs, il a participé à ce classement qui a été fait par Le Point, et je l'en félicite parce que c'est tout à fait mérité. Et il n'y a vraiment aucune jalousie de notre part parce que c'est vraiment mérité. Maintenant, c'est grâce à tout ça, on participe, on contribue à enseigner parce que ça nous plaît, en fait. On voit souvent nos bobines dans les congrès. C'est pas juste pour flatter nos égos, c'est parce que vraiment, je pense qu'on aime ça et qu'au cœur de tout cela, il y a cette notion de partage qui fait que même si certains publient moins, il y a toujours des chirurgiens qui viennent ou des chirurgiennes qui viennent nous voir de droite et de gauche, et c'est toujours avec beaucoup d'enthousiasme qu'on les reçoit et que nos portes sont ouvertes. On va avoir une fellow belge bientôt, d'ailleurs. Absolument. Qui va rester 6 mois. Donc, un fellow italien qui a passé 6 mois. Si un fellow certains auditeurs sont intéressés. Exactement. N'hésitez pas à nous envoyer des mails et nos portes sont ouvertes. C'est très simple. On prend son téléphone, on envoie un mail et il y aura toujours une réponse et elle sera normalement toujours positive. Voilà. Ça, c'était juste replacer tout cela dans un cadre humain et indispensable à la bonne exécution de notre métier et de notre art. Donc le webinaire va se dérouler avec François qui va rappeler, qui aura un propos introductif autour des ligamentoplasties, mais ensuite plus spécifiquement la ligamentoplastie de Brostrom-Gould sous arthroscopie, la ligamentoplastie de type anatomique de Gracilis également sous arthroscopie, et puis moi, peut-être un petit peu plus old-fashioned, mais parce que je crois que j'aime bien cela, la ligamentoplastie au castin, qui a aussi une place et qu'il ne faut pas méconnaître. Merci Nazim. À toi François. Donc on va recommencer sûrement pour certains ou pour d'autres faire une petite introduction sur cette pathologie d'instabilité de cheville. Avant d'être chronique, elle est aiguë. Et donc c'est juste énorme. En France, c'est 6000 par jour. J'ai fait un petit calcul avec des patients aujourd'hui en me disant que si on a à peu près 200 chirurgiens en France à faire de la cheville et du pied de façon exclusive, et donc si on devait tous essayer de réparer ces entorses tous les jours, il faudrait qu'on en opère 30 par jour pour opérer toutes celles qui... C'est juste pas possible. On a que 2 bras chacun.
Voilà. Donc, il ne faut pas oublier que c'est quand même quelque chose qui est avant tout un traitement par kinésithérapie. Et donc, on a évoqué nos collègues, nos collaborateurs ici, kinésithérapeutes. On a une équipe qui s'est aussi spécialisée dans le pied et la cheville et qui prend en charge tous les jours de nombreuses entorses. Et c'est indispensable parce qu'il faut retenir que c'est vraiment le traitement en première intention, c'est la kiné dès qu'on peut. Voilà, ça représente même, si on regarde toutes les admissions au service d'urgence, c'est 5% des admissions, c'est jusqu'à 20% des traumatismes du sport, c'est 1 milliard d'euros de pertes au niveau économique global par an en France. 70% des gens ont des symptômes résiduels, 50 à 70% des récidives et 5 à 20% une instabilité chronique. Donc, quand on fait sa première entorse, il faut retenir qu'on a une chance sur 2 d'en refaire une autre et qu'on a peut-être une chance sur 5 d'avoir besoin un jour d'une ligamentoplastie, en tout cas d'avoir une instabilité chronique. Un petit rappel anatomique, il faut surtout retenir que c'est le faisceau antérieur, donc horizontal, qui est touché dans 80% des cas. Dans un tiers des cas, le CFL, donc calcanéo-fibulaire, est touché. Voilà. Et le postérieur, globalement, il faut une luxation de cheville dans un accident de la route pour avoir ça ouverte. Voilà, donc on peut oublier ça. Le propos aujourd'hui, c'est les lésions du talofibulaire antérieur et du calcanéo-fibulaire, ou la lésion associée, bien sûr. Donc, l'examen clinique, en fait, justement, on ne voit pas ça. On ne voit pas le trou qu'il y a dans le plan externe. Et c'est ça qui est compliqué. C'est que cliniquement, on peut tout avoir. On peut avoir des gens qui s'écoutent beaucoup, qui ont très mal, mais qui ne sont pas instables parce qu'ils sont tout raides, ils n'utilisent pas leur cheville. Ou alors, on peut avoir des gens qui ne sentent pas la douleur, qui sont complètement instables. Mais il faut... voilà, l'examen clinique va passer par l'interrogatoire, parce que c'est ça le message, c'est que c'est des indications à l'interrogatoire. C'est ni sur l'imagerie, ni sur l'examen clinique. Vraiment, c'est à l'interrogatoire. On va opérer les gens qui se sentent instables. Si je peux rebondir sur ton propos, effectivement, s'il y a bien une pathologie articulaire qui ne se diagnostique quasiment qu'à l'interrogatoire, c'est bien la stabilité de cheville. C'est bien la stabilité de cheville. Parce que tous les autres examens que va vous présenter François, évidemment, sont dépendants de celui qui va l'exécuter, le faire. Donc, on est donc dépendant d'un confrère ou d'une consoeur, tout compétent qu'il puisse être, mais aucun d'entre eux ne répondra à la place du patient. J'ai une appréhension à la marche sur terrain irrégulier, c'est quand même vraiment un élément qu'on retrouve à chaque fois, et où je me tords la cheville. Personne ne se tord la cheville, sauf si on a une instabilité. Voilà. Absolument. Donc après, aujourd'hui, notre examen clinique se prolonge de l'échographie. Très facile d'avoir de l'échographie. Là, on précisera quand même que c'est une échographie à titre clinique dans le cabinet. Ce n'est pas une échographie diagnostique. Et si on a besoin d'une échographie diagnostique, il faut que ce soit le radiologue spécialiste qui la fasse. Ils ont des appareils plus performants, c'est leur métier et donc c'est eux qui le font. Néanmoins, ça aide à l'examen clinique. Et voici un exemple. J'en avais pas sous la main, donc j'ai pris un exemple sur Internet. J'ai mis les références ici. Donc ça, c'est un ligament talofibulaire antérieur normal. Vous voyez, il est à peu près régulier, il est homogène dans sa structure, il est bien droit, bien tendu. Et ici, on a à peu près tous les signes d'une rupture. On a un arrachement versantalien, on a un ligament qui est difficilement individualisable, qui est épaissi, et donc c'est vraiment un signe de laxité. Et pour rebondir sur ton propos précédent, justement, c'est que l'examen, lorsqu'il est rompu, évidemment, si toi tu fais l'échographie entre des mains entraînées, ça confirme ton diagnostic. Voilà, c'est un faisceau d'arguments. Pour autant, la continuité du ligament n'exclut pas l'instabilité, en fait. Exactement. Il peut apparaître continu, être en fait détendu, particulièrement si on a on va le voir, une hyperlaxité congénitale associée. Et donc, c'est vraiment l'interrogatoire qui va emporter la décision. Donc ensuite, il y a d'autres examens. L'examen un peu historique, c'est la laximétrie. On sait qu'elle n'est pas très... Alors, elle est spécifique, mais elle n'est pas très sensible, parce que ça fait mal, en fait, et quand on tire sur la cheville, ça fait mal. Donc, les gens se défendent, et on n'a pas souvent des images qui sont positives. L'IRM, bien sûr, alors c'est la machine à diagnostic, l'IRM, mais là, maintenant, elles sont bien faites. Le truc, c'est de faire la coupe bien dans le plan du ligament, et pour qu'on puisse bien le voir. Si la coupe est un peu oblique, on ne va pas bien le voir. Et voilà. Donc là, pareil, on a un ligament qui est épaissi, d'accord, et qui signe qu'il y a une cicatrice sur ce ligament. Alors, la référence est en train de devenir le cône BIM, c'est tout simplement une radio en 3D. Je sais, Nazim, mais ça deviendra la référence, puisque quand on a du 3D,
va juste arrêter à un moment donné de faire du 2D, mais c'est comme le GPS, ça nécessite quelques années pour s'y habituer. Voilà, donc on a les images comme ça, on a la laximétrie également, mais qu'on fait tout simplement en 3D. Et puis, on a des outils d'imagerie avancés. Ça, c'est ce qu'on appelle une distance map. Donc, on voit très bien qu'ici, là, il y a une répartition homogène alors, ce n'est pas la pression, mais on va appeler ça comme ça par simplicité, dans la cheville du côté droit, alors que du côté gauche, on a un point de compression ici en interne et on a un bâillement externe qui se voit très bien. Et ça, c'est très, très sensible et très, très spécifique. Je dirais qu'aussi, l'autre intérêt des examens complémentaires, c'est de rechercher les lésions associées. Exactement. Ça va être la diapo d'après. Hop, et donc les lésions associées. Alors il y a liaison, puis il y a l'investigation du terrain avec l'hyperlaxité congénitale, qui est vraiment piégeuse. Hein. On peut avoir des images normales avec des gens qui ont une vraie instabilité. Et là, les techniques classiques, on va parler des différentes techniques, mais là, effectivement, les techniques comme le Brostrom-Gould vont être compliquées parce que la qualité du tissu, on peut essayer de retendre le tissu, mais s'il est trop élastique au départ, ça ne va pas bien marcher. Voilà. Donc, les diagnostics différentiels, instabilité sous-talienne, hyperlaxité congénitale, les lésions de la syndesmose, ça c'est en termes de douleur, les douleurs sont assez proches, c'est difficile de faire la part des choses, et puis une instabilité, une tendinopathie des fibulaires, ça il faut vraiment faire attention, c'est pas le propos, donc on ne développera pas, mais on voit par exemple très bien sur une IRM ici, un court fibulaire qui est luxé sur la face externe de la fibulaire. Au même titre que ces instabilités de cheville peuvent s'associer à des anomalies morphologiques qui prédisposent encore plus le patient à cette instabilité, comme les pieds creux, les varus de l'arrière-pied, mais ce n'est pas notre propos, on est déjà dans un cas un peu particulier, je dirais. C'est tout à fait vrai, et ça nécessitera, le cas échéant, des gestes complémentaires, comme des ostéotomies du calcanéum, pour traiter le varus de l'arrière-pied. D'où l'intérêt de mesurer ça correctement avec une radio en 3D. Ou un scanner en charge. Ou un scanner en charge. Je suis allé un peu vite sur la diapo, donc je reviens juste en arrière. Donc, quand même, la lésion associée qu'il faut vraiment chercher, c'est la lésion ostéochondrale. En fait, c'est une microfracture parcellaire à l'intérieur de l'articulation qui se manifeste comme ceci, qui peut tout à fait reconsolider, comme c'est le cas ici, et ne pas poser trop de problèmes, si ce n'est prédisposé à l'arthrose plus tard, mais qui peut aussi, comme c'est ici, vous voyez, il y a une rupture du cartilage, le fragment n'a pas consolidé, il y a une souffrance de l'os sous-chondral, avec là un énorme intérêt de l'IRM pour pouvoir doser en quelque sorte cette souffrance. Très difficile à voir à la radio. Hein, donc c'est vraiment là, typiquement le patient qui a 3-4 mois a toujours mal, on ne peut plus trop botter en touche en disant ouais voilà. Donc là c'est bien de faire l'IRM et rechercher ces lésions-là. Et ça se traite sous arthroscopie. Ça va être un des intérêts de l'arthroscopie, c'est que du coup on peut traiter dans le même temps une lésion ostéochondrale comme ça et reconstruire le ligament. Après ces lésions ostéochondrales sont parfois au premier plan d'ailleurs. Les craquements, les blocages, voilà. Et le traitement de la lésion ostéochondrale ne doit pas faire méconnaître la cause de la lésion ostéochondrale. Voilà. Donc l'association des deux est effectivement la lésion ostéochondrale doit interpeller l'examinateur ou le chirurgien quant à la présence sous-jacente d'une instabilité qui a généré la lésion ostéochondrale. Tout à fait. Donc ensuite, je vais vous présenter les techniques arthroscopiques. Donc premièrement, ce qu'on appelle le Brostrom-Gould. Et pour expliquer ça aux patients, je leur dis c'est ceinture et bretelle. En fait, on va retendre le ligament et on va transférer une structure qui est proche, qui est le rétinaculum des extenseurs, pour venir le renforcer. Donc là, j'ai mis des radios péropératoires où vous voyez qu'en fait, on a incisé l'insertion sur l'insertion des ligaments, on a déshabillé la fibula et on a fait un avivement, ici en particulier sur l'insertion de l'ATFL, donc du talofibulaire antérieur, pour pouvoir ensuite revenir ancrer et suturer en paletot pour retendre toute cette capsule qui contient le ligament talofibulaire antérieur. Donc c'est une bonne technique quand il y a une lésion isolée du ligament talofibulaire antérieur, mais vous voyez bien qu'on n'arrive pas bien à retendre ici le calcanéo-fibulaire dont on voit l'insertion ici. Et ça dépend aussi, et des fois, elle est, comme tu l'évoquais, grevée d'une qualité médiocre des tissus environnants, ce qui fait qu'effectivement,
philosophiquement, on comprend bien que c'est pertinent. Malheureusement, ça peut être limité par la qualité des tissus on n'a pas les moyens de savoir l'avance. Dans le cas d'une lésion isolée du ligament talofibulaire antérieur. Mais c'est intéressant parce que ça représente 70% des lésions. Voilà. Et par contre, ça ne verrouille pas la soutanienne. Absolument. Voilà. Ensuite, vous voyez ici, on ne le voit pas bien, et ça, c'est un fragment du rétinaculum des extenseurs qu'on est venu ici ancrer dans la fibula, pour le coup, pour verrouiller le sinus du tarse. Alors, ça ne verrouille pas vraiment la soutanienne, mais ça fait un petit renfort au niveau du sinus du tarse. On remarquera qu'il est horizontal, ce renfort. Alors, il y a deux techniques pour aller verrouiller mieux la soutanienne, mais à nouveau, c'est vraiment plutôt à réserver aux lésions isolées du talofibulaire. Après, il est vraisemblable aussi qu'il y ait des phénomènes de fibrose, que tout cela se fibrose et que ce que l'on constate en péropératoire. On réalise un puniacoïde qui permet une cicatrice adhérente. Plus raide. Voilà. Donc, une petite vidéo pour décrire cette technique-là. C'est très joli. Merci. Over the rainbow. Voilà. Donc, en fait, on rentre dans la cheville et la TFL est détendu, il est détaché, il est ici. Vous voyez ma souris. Et on va faire un avivement ici de la pointe de la fibula. On va aller ici, il y avait un petit conflit antéro-externe, c'est-à-dire un ligament tibio-fibulaire antéro-inférieur qui était éméché, qui faisait conflit dans la cheville. On est en train de passer un instrument qui est un passe-fil, en fait, sous le ligament talofibulaire antérieur. C'est la même technique, hein, c'est vraiment pour les lésions isolées du TFLA. Donc, on a des systèmes de passe-fil. C'est ça. Et on passe sous le ligament. Hop. Ça, c'est la vision externe. Alors après, il y a tout un jeu de fils. Il ne faut pas se mélanger les pinceaux, c'est le cas de le dire. Et on fait un nœud, voilà, on va attraper ce ligament. Ensuite, voilà, on fait un petit trou dans la fibula, que vous avez vu là. Hop, ça, c'est la petite mèche. Et le petit trou à la pointe de la fibula. Et ensuite, un petit peu en accéléré, on va passer les fils de ce qu'on appelle l'encre dans un passe-fil pour les faire passer dans le petit trou là. Et ensuite, donc, on va, avec un petit maillet, on va aller enfoncer cette encre qui va retenir les fils. Et on voit le ligament qui est en train de remonter en même temps pour venir se coller ici à la fibula. Alors, ce que disait Nazim, c'est tout à fait vrai. On réalise un puniacoïde, en fait. Hein, c'est-à-dire que la réparation qu'on fait, quand on a été, parce qu'on a tous évolué dans nos techniques, on a fait un pré-tissage, et quand on venait effectivement du casting, qui est une indication et qui est très solide, là, on a l'impression d'être sur un truc voilà, moins solide. Mais en fait, il va y avoir une cicatrisation, le tissu va fibroser, et en fait, ce qu'on a compris, c'est qu'on se remettait dans les conditions de l'entorse initiale, où on recrée une entorse, en fait. La fibula saigne, mais à la différence d'une entorse qui va peut-être pas être immobilisée comme il faut, là, on va vraiment venir recoller le ligament contre son insertion anatomique et avoir un bien meilleur résultat. C'est peut-être le bémol qu'on peut apporter, non pas la technique, puisque si elle est aussi popularisée, aussi populaire, c'est que forcément elle rend d'excellents services, mais c'est peut-être effectivement, on pourrait présupposer de pourquoi réparer quelque chose qui casse aussi facilement. Voilà, c'est peut-être un petit peu le bémol, mais peut-être que la manière qu'on a de le réparer le rend plus solide qu'il n'était au départ. Mais dans ma pratique, c'est l'élément qui fait que j'en ai fait probablement moins que toi parce que je garde cette petite appréhension, comme les patients instables. D'ailleurs, on va le voir parce que je crois qu'on a quelques cas cliniques à la fin. Absolument. Et on verra qu'il y a vraiment des indications à réserver en fonction des indications. J'avais fait 2 petites slides sur l'historique. Il faut reconnaître que les Japonais et les Coréens aussi, Takao c'est le plus connu, Masato Takao, ont été très très forts et précurseurs dans ces techniques arthroscopiques. Ça date du début des années 2000 et ça s'est popularisé ensuite. Et donc on a des collègues français qui ont vraiment participé et qui ont donné beaucoup de leur temps, et on leur rend hommage ici, en particulier Stéphane Guillot et Ronnie Lopez, qui ont beaucoup œuvré pour développer et nous enseigner ces techniques en France. Donc là, on a des dessins qu'on doit à Stéphane Guillot sur la technique de reconstruction au gracilis. Donc le gracilis, vous le connaissez, c'est un tendon qui est aussi utilisé dans la technique de DIDT. Vous avez tous des copains où vous avez eu une reconstruction du croisé antérieur, si vous l'avez en plus, c'est quand même une lésion fréquente. Et donc, vous voyez, le principe de la technique, c'est qu'on fait un trou dans la fibula, un dans le talus, un dans le calcaneus, et on va planter le gracilis dans le talus et dans le calcaneus, et on va le faire reculer
à l'intérieur de la fibula où il va s'ancrer sur une petite plaquette en métal comme ça. Un endo-bouton. Un endo-bouton, voilà. Alors, après, ce serait mentir que de dire que ces techniques sont simples. Elles sont simples quand on en a l'habitude, voilà, mais comme tous ceux, exactement. Alors, un peu comme l'avènement de l'arthroscopie d'épaule, ayant vu moi la transition entre les coiffes réparées à ciel ouvert et les coiffes réparées sous arthroscopie, j'ai eu la chance de l'apprendre sous arthroscopie aussi. C'est vrai que la transition est des fois difficile. C'est ce qui fait qu'il y a un écueil parfois à franchir. Ah, mais c'est sûr qu'il y a au moins, je pense, une dizaine ou une quinzaine de cas. Mais c'est pour ça aussi que voilà, tous ces gens qui ont donné de leur temps pour former les autres, c'est pour ça qu'on voulait aussi leur rendre hommage ici. Il y a les promoteurs. Il ne faut jamais oublier les promoteurs. Voilà, donc cette technique chirurgicale, tu l'as dit, nécessite du matériel, c'est du matériel coûteux. Hein, cet endo-bouton qui a l'air de rien comme ça, c'est un doigtier japonais en fait. Le doigtier japonais, historiquement, c'est un instrument de torture, a été utilisé pendant la guerre de Corée. En fait, on suspendait les gens par les doigts, voilà, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et en fait, c'est une sorte de résille qui attrape le doigt et plus on tire dessus, plus ça se serre. Et en fait, c'est intéressant parce que les fils sont construits comme ça. Donc en fait, c'est un truc qu'on n'a pas besoin de serrer. On fait juste passer, on tire un fil dans un doigtier et plus on tire, plus ça va serrer. Et donc, ce qui donne une extrême solidité au montage et aussi une réelle compacité qui permet de réaliser cette technique. Compacité, je ne sais pas si... Non, mais on va le dire parce que ça parle. C'est un néologisme. Mais c'est comme ça qu'on a les mots. Donc après, je vous ai fait une petite vidéo. Les photos du prélèvement viennent de Ronnie Lopez. Donc, il faut prélever le DIDT. C'est comme pour une arthroscopie du LCA. C'est une petite incision. Et ensuite, il y a un montage sur fil. On appelle ça un faux filage. Et ensuite, on doit encore à Ronnie Lopez cette technique mini-invasive qui permet d'aller créer un canal au niveau du calcaneus. Alors, Dr Lins, peut-être qu'il y a un son sur la vidéo. Ça, c'était pas prévu le son. Mais Dr Lins, c'était toi. C'était moi. Et donc, voilà. Donc, en fait, voilà, qui permet de respecter une zone qui est relativement sûre par rapport au nerf sural. Alors, c'est relativement sûr, mais en fait, c'est en plein dessus. Et puis, il y a des variations anatomiques. Donc, vraiment, il faut juste faire attention quand on opère. On incise juste la peau et puis on décise la sous-peau. Et pour faire attention, et puis après, à chaque fois qu'on met un instrument, on met une pince, on met un écarteur pour protéger, en fait. C'est ça qu'il faut retenir s'il y a des chirurgiens qui regardent. Voilà. Une vidéo à nouveau pour présenter cette technique. Là, je n'ai pas eu le temps, Nadim, je suis désolé, il n'y a pas de jazz, mais voilà. Donc, première étape, il y a souvent des tissus inflammatoires qui sont responsables de douleurs aussi, donc dont on va faire la résection. On peut dire aussi que si le gracilis n'est pas présent, s'il a déjà été prélevé chez un patient qui on peut le faire avec une allographe. Voilà, c'est ça. Qui se commande à l'ostéobanque de Clermont-Ferrand pour l'instant. Mais on sait que nos amis à Toulouse du CHU, David Ancelin, prévoit de monter une ostéobanque à Toulouse aussi. Donc, vous voyez, là, on fait le tour. Alors, en fait, on est là dans une chambre antérieure de la cheville. Elle est juste trop grande. Hein, normalement, il n'y a pas tout cet espace-là. Là, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus d'ATFL, plus de CFL. Et on a vu aussi le bâillement que je vous ai montré, et qui est beaucoup trop important. Là, on le voit vraiment cliniquement. Donc, le tunnel dans le talus, le guide qui va permettre de forer le tunnel au niveau de la fibula. Et là, vous avez un fil qui va passer derrière, sous les fibulaires, pour aller chercher ensuite le tunnel calcanéen. Donc ça, c'est le forage du tunnel fibulaire. Voilà. Alors qu'il y a deux diamètres, un pour passer l'endo-bouton et puis un autre pour venir encastrer le tendon. Il y a au total 3 tunnels. Un aux extrémités, un pour la TFL. Exactement. Donc là, c'est le tunnel italien. Et un commun qui sera dans la fibula, dans lesquels... Exactement, il recule. Et donc, voilà, la petite vis qui va permettre de fixer en premier dans le talus. Ensuite, là, on voit que on est en train de tirer et on voit le ligament qui rentre dans la fibula. Et à la fin, on réalise un petit testing, voilà, sur les différents faisceaux. Et donc, on est satisfait ou pas. Et le tightrope permet de verrouiller encore plus la... Comme on est des chirurgiens, on est assez souvent satisfait quand même. On est toujours content de ce qu'on a fait. Mais vaut mieux pour les patients quand même. Ensuite, le post-opératoire, je vais passer rapidement parce que Navin va le reprendre, mais globalement, il s'agit de faire une immobilisation transitoire qui se raccourcit en fait à vue d'œil, parce que plus ça va,
plus on se rend compte que il faut mobiliser tôt les patients. Et vraiment, le passage de relais au kiné est de plus en plus précoce. Voilà. Et que le post-op ne dépend pas vraiment de la technique et qu'il est globalement superposable, quelle que soit la technique. Quelle que soit la technique, il n'y a pas d'immobilisation, il n'y a pas de critères de choix de la technique en fonction des durées d'immobilisation, c'est globalement les mêmes. Ce qui intéresse beaucoup nos amis, et je pense qu'il y a pas mal de kinés qui nous regardent, c'est par rapport au sport. Donc tout ce qui va être porté et en ligne, ça va être possible à partir de 6 semaines. La course, 2-3 mois. Et puis, par contre, tout ce qui est pivot contact, c'est plus long. Et on a coutume de dire aux footballeurs, échauffement, entraînement, 3-6 mois, et puis la compétition, plutôt 6 à 9 mois. Il faut vraiment essayer d'être prudent là-dessus. Il ne faut pas oublier que vous voyez beaucoup de grands sportifs qui sont opérés, qui reprennent peut-être plus tôt, mais il y a des millions derrière, et il ne faut pas qu'il y ait trop de casse quand même parmi tous ceux qui n'ont pas tous les millions derrière. Mais globalement, les 3 quarts, les 2 tiers des patients retournent, entre les 2 tiers et 3 quarts retournent à une pratique sportive, si ce n'est que beaucoup ne retournent pas au même niveau de pratique sportive parce que marqués par l'appréhension, exactement. Et non pas, c'est pas un élément qui vient conforter le fait que nos ligamentoplasties ne fonctionnent pas, mais c'est plutôt l'appréhension du patient au traumatisme. On explique souvent aux patients qu'une entorse, c'est un peu comme un rhume, on va tous en faire plusieurs. Le but de l'opération, c'est pas de supprimer le risque d'entorse, mais de le ramener à quelque chose de normal, c'est-à-dire 5% par an pour la population normale. Quoi. Donc là, je vais passer très vite. Je te repasse la main. Oui, je vais passer très vite. Je ne ferai que répéter ce qu'a dit très intelligemment et très clairement François en propos liminaires, à savoir que l'instabilité aiguë de cheville, c'est l'entrée dans la chronicité, ce que l'on veut éviter par la collaboration de tous les intervenants non chirurgicaux, dont le patient également, c'est d'éviter de rentrer dans cette chronicité. Pourquoi ? Parce que c'est là. Clavier, parce que l'instabilité chronique de cheville, c'est quand même le grand pourvoyeur, en dehors du traumatisme fracturaire, de l'arthrose chronique de cheville, qui est terrible dans ses répercussions sociales et fonctionnelles, bien plus même que l'instabilité. Donc, l'instabilité, éviter d'entrer dans ces arthroses tibiotaliennes et ou soutaliennes, le meilleur moyen, c'est de stabiliser ses chevilles au travers de ces ligamentoplasties. Sinon, au bout du bout, c'est une proportion non négligeable de ces millions de patients qui souffriront d'arthrose, qui justifieront soit d'arthrodèse, soit d'arthroplastie. Et on sait combien est-ce que ces chirurgies sont encore plus complexes et combien elles peuvent être décevantes pour le patient ou pour le chirurgien. Donc, le meilleur moyen, c'est de rééduquer nos patients, de bien les traiter en amont, de les stabiliser quand il le faut pour éviter la cascade de catastrophes fonctionnelles. Les ligamentoplasties, comme l'a déjà un petit peu défloré François, oui, là on peut le dire, on a souvent opposé un petit peu bêtement les techniques anatomiques qu'il vient nous évoquer et les techniques dites non anatomiques. Moi, mon propos, ça sera plutôt au travers du castin ou de l'hémicastin. En fait, c'est une succession de techniques qui découlent initialement de la technique de Watson-Jones et de Evans dans les années 50, de vieilles techniques dans leur philosophie, et plus récemment de ces vieilles techniques, c'était Castin qui, dans les années 60, s'est dit on va faire une ténodèse simple à exécuter avec le cours fibulaire qui était pris intégralement mais qui peut être pris qu'en partie. L'idée, c'est de prendre uniquement un bout du fibulaire pour conserver la force du cours fibulaire et pour éviter de sacrifier entièrement un éverseur du pied. Voilà une modélisation de l'intervention qui consiste, après avoir prélevé tout ou partie du cours fibulaire, de réaliser des tunnels dont le point d'émergence n'est pas bien représenté sur la vidéo, mais correspond grosso modo à la bissectrice entre le ligament calcanéo-fibulaire et le LTFA, et l'on va venir faire passer le transplant qui aura été préparé, soit donc dans son intégralité, soit en partie, dans ce tunnel, et venir le suturer à lui-même. C'est vrai que dans la philosophie, c'est finalement assez simple à comprendre, assez simple à modéliser, et cette vidéo est vraiment très... c'est une reconstruction, mais elle est très fidèle à ce qui se passe réellement dans nos blocs opératoires. On vient ensuite serrer la ligamentoplastie qui a
l'immense intérêt immédiat de satisfaire, de rassurer le patient, le chirurgien, quant au fait que l'on va ponter la tibiotalienne, qu'on va stabiliser la tibiotalienne, mais surtout la soutalienne, qui est parfois négligée dans les techniques plus anatomiques, bien que tout cela, évidemment, est sujet à discussion, surtout quand on fait des recherches PubMed et que l'on voit les milliers de publications qu'il y a sur l'instabilité de cheville et sur toutes ces techniques. Moins sur les techniques de Ténodès, parce qu'elles sont donc plus anciennes et que forcément, il y a plus de publications récentes sur les techniques arthroscopiques et en particulier au gracilis, mais parce qu'elles sont plus récentes. Alors, plus récentes ne veut pas dire forcément qu'elles sont meilleures, mais forcément, elles attirent, il y a un attrait pour ce qui est la nouveauté. Mais comme dans le genou, il faut savoir faire un DIDT, mais il est encore mieux de savoir faire un DIDT, mais aussi un Lebert ou un Macintosh. Pourquoi? Parce que ces vieilles techniques sont remises un peu au goût du jour, parce qu'elles ont encore toute leur place. Le danger, finalement, quelles que soient les interventions, quelles que soient les pathologies, c'est de balayer du revers de la main des techniques que l'on a un petit peu ostracisées au nom de la technique et au nom de la modernité, en pensant qu'elles ne servent à rien. Ben non, en fait, il faut toujours savoir faire ces vieilles techniques, forcément en les modernisant, en utilisant les outils un peu plus précis ou un peu moins agressifs que l'on a à disposition pour les réaliser dans de meilleures conditions et aussi surmonter les écueils que l'on impute à cette technique, qui est par exemple la sanction ou le sacrifice, la sanction cicatricielle. On peut effectivement, avec l'essor des techniques mini-invasives, réduire très fortement l'incision qui est parfois reprochée. Ceci étant dit, et petite parenthèse, lorsque les patients viennent vous voir en consultation, en général, ils ne viennent pas vous voir pour une cicatrice. Alors, il est mieux si on peut faire moins agressif, mais l'objet de la consultation, c'est quand même que vous puissiez traiter le patient comme vous avez pu traiter le pilier de rugby de l'équipe du coin ou le footballeur du quartier, voire même le joueur professionnel. Voilà. Ne vous laissez pas toujours tenter uniquement par cette surenchère de je vais faire plus petit. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord, avant de faire tout petit, c'est faire efficace et bien. Le patient ne vous en voudra pas d'une cicatrice, il vous en voudra en revanche d'avoir peut-être prêché des techniques que vous ne maîtrisez pas. Et, du coup, tu peux nous dire, là ce qu'on voit, ça correspond à une technique de Castin, mais mini-invasive. On voit l'émergence du transplant sur la photo de gauche qui a été faufilé et préparé avec la broche à chat qui va passer dans le tunnel. On va récupérer le tendon sous la malléole, on va exercer une tension. La tension reste comme dans le genou un petit peu assez aléatoire et on va venir mettre une vis d'interférence dans cette technique-là. Moi, j'utilise une suture sur lui-même, donc il n'y a pas de vis d'interférence, mais voilà, on ne peut pas nacher finalement les techniques, si ce n'est que là, vraiment, c'est la ténodèse versus la reconstruction anatomique. Ce que j'y vois, moi, dans ma pratique, c'est que j'ai le sentiment de verrouiller efficacement la tibiotalienne et la soutalienne et de stabiliser l'ensemble, ce qui me permet de traiter la pathologie d'instabilité. Ce qui ne veut pas du tout dire que les autres techniques ne la traitent pas. Mais c'est vrai que j'ai ce sentiment de solidité. Alors peut-être parce que j'ai une patientèle de sud-ouest, de rugbyman nourri au cassoulet et au pilier de mêlée, et que c'est vrai que sur un patient de 100 kg qui court le 100 mètres finalement bien plus rapidement que des patients de 60 kg, j'ai besoin d'être rassuré et lui aussi. Voilà. C'est peut-être un petit peu le pourquoi du comment. Maintenant, je pense que cette slide, c'est pareil. C'est pas du tout pour opposer les techniques parce que c'était pas du tout mon propos à l'instant, mais c'est juste d'attirer notre attention collectivement, quelles que soient les techniques, sur la nécessité de penser à ce que l'on fait, et à cette dimension éco-responsable de nos interventions. Hier, pas plus tard qu'hier au blog, je faisais le compte de toutes ces boîtes que l'on avait ouvertes, de tous ces cartons, de tous ces plastiques. Donc voilà, si on peut également, en plus d'être le plus efficace au bloc opératoire, satisfaire le patient en répondant à ses attentes, mais aussi ne pas perdre une exigence écologique qui, à mon avis, de toute façon, va s'imposer à nous. Et donc, je pense qu'on peut dire qu'après l'éco-chirurgie avec un H largement développé en France par notre ami Julien Belnam, absolument, nous avons l'éco-chirurgie sans H, dont tu seras probablement le promoteur à l'avenir. J'essaierai modestement de sauver la planète, oui. Voilà, tout simplement. Merci. Donc, merci à vous. Et ensuite, peut-être qu'on peut repasser la parole à Nathalie. Oui. Bah, merci en tout cas pour ces différentes interventions. Même moi, j'ai cru comprendre tout ce que vous m'avez dit. Donc, c'était écoutez, vous nous voyez rassurés parce que justement, si vous êtes profane dans la matière, ça veut dire qu'on en a été quand même relativement pédagogue. Vu sa position à follow et ses contacts réguliers avec beaucoup de chirurgiens en France, je pense qu'elle connaît, voilà, pas complètement profane.
Quand même, un petit peu. Mais bon, c'était très clair, merci beaucoup. Et effectivement, ce que je propose, c'est qu'on puisse passer sur des cas cliniques, voir un peu différents cas possibles, et puis vous nous proposerez les différentes solutions ou chirurgies que vous mettriez en place par rapport à ces différents cas cliniques. Ok, Parfait. du coup, Vous nous les présentez peut-être Oui, voilà, tout à fait. Donc, la première, c'est une patiente donc, de 21 ans qui est danseuse. Elle en est déjà à sa 6e entorse en 3 ans. Elle est gênée uniquement au sport par ses douleurs et une appréhension. La kinésithérapie bien conduite pendant 6 mois et a priori une lésion isolée ATFL. Donc, je vous laisse nous donner vos différentes solutions. Je crois qu'on sera d'un commun accord, d'accord en l'occurrence pour réparer cette ATFL. Après, ouais. Je pense que ce qu'il faut dire là, c'est déjà, c'est bien présent. Le point important, c'est quand même une kinésithérapie bien conduite pendant 6 mois. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur une lésion très grave. Il faut vraiment se donner tous les moyens de faire une bonne rééducation. Après, on a quelqu'un qui est une danseuse. C'est souvent des gens un peu passionnés, qui sont bien entourés et qui sont très attentifs à la façon dont fonctionne leur corps. Donc, on peut imaginer que la kinésithérapie a vraiment été bien conduite. C'est pas hasard d'ailleurs si dans le cas clinique, on a retenu cette notion de 6 mois. J'ai coutume de dire, mais je pense que tu ne dois pas être très loin de dire la même chose à mes patients qui ont fait un épisode d'instabilité aiguë, une entorse, qui se présente rarement, mais parfois à 2 ou 3 mois, qui sont encore douloureux. Évidemment, on n'opère pas un patient à 2 ou 3 mois tant qu'une kinésithérapie a bien été menée, en s'assurant qu'elle est bien faite, à son terme. C'est uniquement là que la chirurgie peut parfois trouver sa place. On peut même rebondir pour lancer un message plus large, c'est qu'on passe beaucoup de temps à rassurer les patients ou des médecins ou des collaborateurs ou des kinés qui ont vu sur le compte-rendu d'écho d'IRM rupture du ligament talofibulaire antérieur. Ce n'est pas chirurgical, à première vue. D'accord? C'est la définition d'une entorse, en fait. Absolument. Donc, il y a plein de gens, il y a 6000 entorses par jour, ils n'ont pas tous l'IRM ou l'écho, mais ceux qui ne l'ont pas eu, cette écho ou IRM, ils ont aussi la lésion de la TFL isolée. C'est juste qu'ils ne le savent pas parce que ce n'est pas forcément leur métier et ils n'ont pas eu l'IRM. Mais c'est la définition d'une entorse. Donc, ce n'est jamais une indication. L'indication, ça va être un peu plus tard, vers 3-4 mois, quand le patient a toujours des douleurs ou une instabilité. Là, on fait une IRM. Là, on s'aperçoit qu'il y a une rupture de 1 ou 2 faisceaux, plus ou moins une lésion associée, et on a dépassé les 6 mois, on va dire, réglementaires. Et là, on peut se poser la question, effectivement, d'une stabilisation. Voilà. Après, mais là, ce n'est pas non plus le propos du jour, c'est le fameux impingement syndrome qui se développe effectivement au cours des mois de cicatrisation, mais où c'est la douleur qui prédomine plutôt que l'instabilité. Voilà. Et l'arthroscopie, là, vraiment… C'est souvent un piège d'ailleurs, parce que comme les gens ont mal, ils ne refont pas le sport, donc ils n'ont pas d'instabilité qui est démasquable. Et d'ailleurs, cette notion avec l'avènement de l'arthroscopie, de pouvoir traiter plusieurs lésions en même temps, la notion de conflit a un petit peu diminué, parce qu'il y avait quand même pas mal de patients qu'on opérait de conflit qui revenaient avec une instabilité. Et forcément, ils n'avaient plus mal, ils refaisaient leur sport, ils redécouvraient une cheville instable et on faisait une stabilisation. Et donc, ces douleurs peuvent parfois être pièges. Voilà. Après, au niveau de la technique, je pense qu'on disait qu'on allait tomber d'accord, c'est que là, c'est une indication de Brostrom-Gould, préférentiellement sous arthro, parce qu'on va avoir un bon effet stabilisateur sur la TFL. On a quelqu'un qui est jeune, donc on n'a pas envie tout de suite de sortir la grosse artillerie. Elle est toute légère, elle est musclée, elle va pouvoir compenser. Et donc, ça semble être… oui, je sais pas si oui, tout à fait, c'est consensuel. Il n'y a pas de façon… L'objet de notre webinaire n'est pas de nous affronter, ça, on a réservé ça à la FCP. Voilà. Là, tu t'en es très bien sorti d'ailleurs. Oui, parce que j'ai quelques cordes à mon arc, mais on est plus dans la représentation, dans la théâtralité que dans la science. En l'occurrence, on est d'accord. Voilà. Donc, on est d'accord. Tu veux présenter ensuite un patient… Nathalie, si vous voulez présenter allez-y. Pas de problème. Alors, le deuxième patient, c'est un patient plutôt de 43 ans, randonnée et trail en plus, avec une instabilité importante, même sur terrain plat, plus l'ODA interne de 5 mm, un bâillement de 15% de la laximétrie, une kinésithérapie bien conduite pendant 6 mois également, et lésion ATFL plus CFL pour le coup.
Alors, je crois qu'on pourrait effectivement discuter parce que probablement que je serais enclin à lui faire, à lui faire un hémicastin, percutané ou pas, c'est pas l'essentiel de la discussion, mais compte tenu de ce que tu nous as présenté et de ce que l'on sait, c'est évidemment l'indication idoine de la reconstruction au gracilis, du plan moyen et antérieur, enfin du CFL et du LTF1, avec une hétérogreffe, avec une allogreffe ou une greffe autologue, peu importe, mais je crois que on pourrait discuter les deux, mais en l'occurrence, présenté comme ça, tu laisses exprimer ton art. Alors, je ne sais pas qui a préparé les cas cliniques, mais ce cas clinique, c'est moi en fait. Mis à part la LODA, parce que je n'ai pas la LODA, mais effectivement, il faudra probablement un jour que je me fasse opérer. Et effectivement, j'aurais tendance à choisir cette technique pour 3 raisons en fait. La première, c'est que il y a une lésion des 2 faisceaux, donc il faut un gracilis pour reconstruire les 2 faisceaux. La deuxième raison, c'est que ce jeune homme, très jeune homme, sportif, élégant, fait du trail. Donc il a besoin d'avoir un pied qui est agile, qui va pouvoir s'adapter. Alors il y a différents types de chaussage pour le trail, il y a le plus maximaliste, le plus minimaliste, mais on a globalement besoin de courir dans des pierrailles, et on a besoin d'avoir une soutalienne qui soit quand même agile et qui puisse s'adapter au relief. Et donc, j'aurais pas tendance à vouloir verrouiller complètement la soutalienne. Et la deuxième chose, c'est que on prend les risques de ce qu'on fait. Donc, le trail, on est très à risque de faire des entorses. Obligé d'en faire. Mais... donc, le castin étant une technique très solide, c'est souvent un petit peu le dernier recours. Et j'aurais pas envie de me griller chez ce patient-là une très bonne technique. Et en faisant d'emblée un casting. Alors, donc j'aurais plutôt envie, c'est que tu te fasses réparer. Soit tu le fais tout seul, mais soit tu vas avoir l'un de nos confrères éminents qui te fera le gracilis. Voilà. Et ce qui nous permet d'embrayer sur le 3e cas, voilà. Qui n'est pas rugbyman, on peut imaginer que ce soit un trailer de 47 ans voilà. qui subit une 2e récidive en 6 mois après avoir eu un gracilis et un Brostrom Gould. Oui, mais en l'occurrence, on pourrait dire que c'est le même. C'était le précédent. Qu'un gracilis, il n'aurait peut-être pas eu de récidive. Mais bon. Donc voilà. Et là, effectivement, je pense qu'on pourrait être d'accord pour dire que le castin ne choquerait pas même les plus grands avocats du gracilis. Voilà, c'est ça. Il offrirait dans ces circonstances-là probablement une solution peut-être pérenne, solide, et dans laquelle on a pleinement confiance, le patient et le chirurgien. Mais finalement, si on est un tout petit peu honnête, toutes ces techniques ont leur place et elles dépendent aussi de l'expertise et de l'expérience de celui qui le fait. Alors c'est pour ça qu'on a choisi des cas cliniques qui s'appliquaient à chaque technique. Et bien sûr, mais ça brasse pas tous les cas. Chaque patient est unique. Chaque patient est unique et chaque fois, même si on a l'habitude d'une technique, on privilégie grandement une technique parce qu'on la maîtrise parfaitement, il n'est pas un cas où on ne s'interroge pas malgré tout sur la pertinence de ce qu'on va faire. Mais ça, je crois que ça, c'est un peu le fardeau du médecin en général, parce qu'on a pris la bonne décision. Tout à fait. Je pense que là, si on veut conclure, on peut retenir les points communs entre ces différents cas. Donc, une technique adaptée à chaque cas. Bien quand même se laisser 6 mois avant de faire une ligamentoplastie. Et puis aussi, il y a des notions de fréquence. Là, la 6e entorse en 3 ans, ça fait 2 entorses par an. 2e récidive en 6 mois, quelqu'un qui a déjà été opéré il y a 7 ans. Donc cette notion de fréquence, elle a quand même une importance et on revient à la notion du début où l'interrogatoire est fondamental. Parce que la définition de ce que les patients disent, je me suis tordu la cheville. C'est-à-dire, j'aime bien leur faire préciser le mécanisme et dans quelles circonstances c'est arrivé. Souvent, les gens ne se trompent pas trop, parce que c'est toujours une boutade, mais je leur dis souvent, les 2 circonstances dans lesquelles on se tord la cheville, c'est soit on a marché sur du verglas, soit on était un petit peu ivre. Sinon, on ne se tord pas la cheville. Tu étais ivre quand tu faisais ton trail? Non, je n'étais pas ivre. D'ailleurs, je ne sais pas exactement parce que je fais peu de trail, je cours plutôt à plat. Mais voilà, c'est vrai qu'ici, avec la proximité des Pyrénées, on voit beaucoup de trailers en consultation. Ouais, on en connaît souvent pour des problèmes d'instabilité de cheville. Voilà, donc je pense qu'on y est, Nathalie. Eh ben, super. Merci beaucoup à tous les deux pour cette intervention. Je pense que tout le monde y voit beaucoup plus clair. En tout cas, moi, oui. Parfait en termes de temps. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt et très bonne journée ou soirée à tous. Au revoir. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Nathalie. Au revoir.